l'année 2021 va se concentrer, va rassembler un certain nombre de grands rendez-vous internationaux. Alors, je ne serai pas du tout exhaustif, simplement rappeler que sur les sujets biodiversité et sur les sujets climat, ces rendez-vous seront particulièrement concentrés sur le deuxième semestre de l'année. Alors, ça commencera en septembre par le congrès de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, une des très grandes ONG internationales, qui se rassemble tous les 4 ans. Et cette fois-ci, il se trouve que c'est en France, à Marseille. Ce grand rendez-vous de nombreux experts du monde entier permettra de faire le point sur la liste rouge. Vous savez, les espèces qui sont menacées, qui sont au bord de l'extinction, qui sont de mieux en mieux connues, pour certaines protégées, pour d'autres encore protégées de manière insatisfaisante. Donc, faire un point sur tout cela, mais plus largement, faire le point sur les grands enjeux biodiversité et notamment commencer à mobiliser les citoyens pour répondre aux appels répétés de l'IPBES, qui est une plateforme intergouvernementale de scientifiques qui travaillent pour la biodiversité. C'est l'équivalent, si vous voulez, du GIEC, cette fois-ci pour la biodiversité. Le GIEC pour le climat, l'IPBES pour la biodiversité. Et donc, ce rendez-vous va avoir lieu début septembre. C'est un moment important pour les Français, pour la communauté internationale. L'étape d'après sera à travers la COP 15 biodiversité qui doit se dérouler deuxième quinzaine d'octobre en Chine, à Kunming. Nous attendons tous de cette COP 15 biodiversité qu'elle soit à peu près l'équivalent de la COP 21 en 2015. La COP 21, c'était une COP climat. En fait, il y a 3 agendas de COP, la COP désertification, la COP climat et la COP biodiversité. Donc, ce sont les conférences des parties. Et ce qui est intéressant à travers les appels qui se répètent depuis maintenant plus d'une année à travers le monde, c'est que ce rendez-vous à Kunming doit, a fortiori au sortir de la pandémie, être véritablement un changement dans la prise en compte des sujets biodiversité. Alors, il y a ce qu'on appelle un draft zéro, c'est-à-dire un document qui circule à l'initiative des Nations Unies depuis plusieurs mois désormais. Et ce document, qui doit être entériné par les États ou par les représentants des États, pour la France, ce sera l'Europe qui nous représente sur ce type de rendez-vous, qui doit donc entériner un certain nombre de constats et d'engagements. De constats extrêmement forts et alarmants. On connaît environ 2 millions d'espèces. Il y a 1 million d'espèces qui risquent de disparaître dans les 10 à 20 prochaines années. Les services écosystémiques, la pollinisation, la fertilité des sols, la qualité de l'air, de l'eau, etc., sont en train de s'effondrer parce que les écosystèmes qui les portent eux-mêmes sont de plus en plus menacés. Donc, on est sur un sujet qui n'est plus un sujet de protection du gorille, de la baleine ou des éléphants, mais qui est bien un sujet de maintien, de capacité de l'humanité à vivre sur cette planète. Nous n'avons pas de plan B, là aussi ça a été dit à plusieurs reprises. Et donc, conjointement à ce constat, un autre constat tout aussi douloureux, qui est que les engagements qui ont été pris en 2010 et en 2012, lors des derniers grands rendez-vous pour la biodiversité, n'ont pas du tout été tenus. Sur les 20 engagements des accords de Nagoya, finalement, aucun n'ont été tenus partiellement. Et ça a été rappelé par la Commission européenne, ça a été rappelé par les Nations unies, et donc ce rendez-vous à Kunming ne doit pas s'autoriser d'être un nouvel échec. Voilà. La situation s'est aggravée entre-temps, il nous faut avancer. Et puis, juste après cette grande COP biodiversité, il y aura la COP à Glasgow, donc qui sera la numéro 26. C'est d'ailleurs assez intéressant de constater que l'agenda de la biodiversité est considérablement en retard à comparer de l'agenda climat, COP15 d'un côté, COP26 de l'autre. Ça montre que le sujet n'est pas encore arrivé au même niveau de maturité. Alors, s'agissant de la COP climat, la COP 26 à Glasgow, donc, qui se déroulera début novembre. Là, pour le coup, les choses sont beaucoup plus avancées. L'accord de Paris a fixé un certain nombre d'objectifs, notamment, vous savez, ce fameux scénario 2 degrés. L'idée est désormais de faire le point chaque année sur la capacité des acteurs, leur plan d'action, à suivre ces engagements. Et cette fois-ci, 5 défis seront particulièrement suivis, à savoir tout d'abord la capacité des plans de relance, et notamment de la relance verte, d'être sur la voie de la neutralité carbone. Les Nations Unies souhaitent vraiment, à l'occasion de la COP26, revenir sur ces sujets-là. C'est valable au niveau des pays, mais également au niveau des entreprises, des collectivités locales. Revenir également sur l'accélération des changements, ce qu'on appelle les changements sectoriels, c'est-à-dire la capacité des politiques dans leur réglementation, mais également des secteurs d'activité de se prendre en main
pour pouvoir répondre à ces enjeux et donc se positionner sur des scénarios zéro émission. Ça fait écho à tout un tas de sujets du Green New Deal, etc., où vous entendez peut-être parler de taxonomie verte. On sent que de toute façon, le monde économique est accompagné par les investisseurs, par la réglementation, dans cette ambition forte, mais néanmoins, beaucoup reste à faire devant nous et donc il faudra qu'à l'occasion de la COP26, un point puisse être fait. Un troisième défi qui est celui d'accéder au financement climatique. Et là, pour le coup, c'est un vrai sujet, puisque en fait, depuis 6 ans désormais, le fameux fonds de transition en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique et de la lutte contre le changement climatique, un fonds de 100 milliards de dollars, n'a toujours pas été constitué. Et il va falloir rapidement apporter des réponses, trouver ces moyens financiers, notamment parce qu'ils doivent permettre d'apporter aux pays du Sud des solutions qui leur évitent de passer par les mêmes itinéraires énergétiques que les pays occidentaux actuels et donc d'éviter qu'ils soient eux-mêmes émetteurs d'autant de tonnes de CO2 ou équivalent CO2, s'agissant ponctuellement d'autres gaz. Il y a un sujet sous-jacent dans ce troisième défi, qui est celui de l'allègement des dettes, notamment donc de ces pays du Sud, de manière à ce qu'ils puissent vivre pleinement cette transition environnementale sans être asphyxiés par des emprunts et un endettement trop lourd. Un quatrième défi qui est celui de la solidarité. Solidarité, justice et résilience, très concrètement. Il est important que le sujet de la neutralité carbone puisse coïncider avec ces trois mots-clés et faire que finalement le monde définisse un petit peu comme d'ailleurs le pape l'appelait dans Laudetur Si, à trouver des itinéraires techniques compatibles avec la situation de fragilité, de guerre, de rareté de ressources, de faiblesse économique, etc., de tous les pays, de l'ensemble des pays du monde. Il n'y a pas de sens à envisager une transition écologique pour tel et tel pays sans évidemment que cette approche soit mondiale. Et puis le cinquième point, c'est celui de coordonner les ambitions en matière de climat et de biodiversité. Et là, c'est intéressant puisque bien, il y a vraiment maintenant un constat partagé par les scientifiques et de plus en plus par les États que nous ne pourrons pas adresser séparément les sujets de lutte contre le changement climatique et de perte de biodiversité. Donc, il faut véritablement faire converger les objectifs de ces deux COP, de ces deux documents, de manière à ce que l'on puisse relever ce double défi. Voilà. Donc ça va nous emmener jusqu'à la fin de l'année. En parallèle, en France, il y aura certainement la présentation par le gouvernement de la troisième stratégie nationale de la biodiversité, savoir comment le pays s'organise pour déployer une politique biodiversité ambitieuse, et puis toujours un certain nombre d'appels à mobilisation des territoires à travers l'initiative Territoire engagé pour la nature, à travers une autre initiative à destination des entreprises, dispositif Entreprises engagées pour la nature. Ces deux dispositifs sont animés par l'Office français de la biodiversité, qui est l'établissement public en charge de la politique biodiversité au niveau national, et appelle les entreprises, les élus de tous bords, de toute taille, à prendre les engagements, puisque ce travail, cette ambition, ces défis ne pourront se porter que conjointement au niveau international, national et local. Et c'est bien le défi qui est devant nous.